Bonjour à tous et bienvenue. Merci de participer à ce webinaire organisé par Manco.Paris. Vous êtes nombreux à vous connecter ce matin et nous vous en remercions. Ce matin, on va parler bien sûr de Manco et on va surtout démarrer par un rapide constat sur le marché de la gestion d'actifs et ensuite nous attacherons à identifier quels pourraient être les bénéfices pour des sociétés de gestion d'ores et déjà installées d'utiliser les services d'une Manco made in France, puisqu'on aura l'occasion de voir, c'est quand même la nouveauté. Donc, pour cela, deux intervenants sont à mes côtés ce matin. Je commence par me présenter. Je suis Raphaël Crétinon, associé du cabinet Périclès Group. Périclès est un cabinet de conseil en management spécialisé sur les services financiers et nous accompagnons depuis 20 ans des gérants d'actifs, des gérants privés, des assureurs et aussi toutes les entreprises du monde de la santé et de la prévoyance dans leurs grands projets de transformation, que ce soit la transformation des offres, de leur organisation, et ça sera un sujet central, le modèle opérationnel ce matin, et aussi de leur système d'information. Je suis accompagné donc de Jérôme. Jérôme, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour. Moi, je suis Jérôme Coirier, donc je suis fondateur de Manco Paris, cofondateur, donc avec deux sociétés également qui ont fondé le Manco, qui sont Site Consulting avec Cindy Lalouf, et puis Jérôme Glodas, qui lui fait un métier de TPM, MyFun Office. Et on a effectivement la chance d'avoir également un actionnaire à nos côtés depuis le départ, qui est la banque de Lubac, représentée par Franck Le Petit. Moi, je suis un ancien, évidemment, de la gestion d'actifs. J'ai fait pas mal de métiers, sauf la gestion, on va dire, mais je viens de la française des placements, qui est devenue ensuite la française, et j'ai pas mal navigué, effectivement, dans l'accompagnement pour créer une activité à la française qui était une activité qui était déjà bien démarrée d'accompagnement des entrepreneurs, qui est devenue ensuite une marque, c'est devenu NextAM, donc un incubateur. Donc, quand on a d'abord créé IBM avec André Mayens, il y a quelques années, on s'est attaché effectivement à le faire à travers une structure de conseil. Et ça nous a amené à passer, on va dire, de l'assembleur, structureur à une logique plus opérationnelle à travers donc Manco Paris, qui est une société de gestion. Merci Jérôme. Alexandre, vas-tu te présenter ainsi que la société de Jump? Oui, donc je suis Alexandre Candal, directeur commercial et marketing de Jump Technologies. En deux, trois mots, Jump est un éditeur de logiciels dédié aux acteurs du monde de l'asset management, donc les sociétés de gestion, les wealth managers, les institutionnels et les assureurs au niveau de la direction des investissements. Jump, c'est un acteur qui existe depuis 15 ans, aujourd'hui à peu près 100 personnes, donc on a un acteur made in France, mais avec une forte ambition de développement en Europe et en Afrique du Nord. Et on propose, nous, une plateforme unique qui est complète, permettant de robotiser tous les processus de la chaîne de valeur AM, data, front, middle, back, reporting ou digital. Et plus simplement, on équipe Manco Paris. Merci Alexandre. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et nous aurons l'occasion d'y répondre en fin de session. On a réservé une petite dizaine de minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors démarrons concrètement ce webinaire par quelques rapides constats sur le marché de la gestion d'actifs. Jérôme, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors les constats sur la gestion d'actifs, je vais parler principalement de notre marché domestique, que je connais mieux. On a, et que j'ai accompagné pendant pas mal d'années, on a évidemment un marché qui est très entrepreneurial, effectivement, en France, plus de 650 sociétés de gestion, beaucoup de taille moyenne et petite, parce que même au-delà du milliard, on reste quand même petit vis-à-vis de l'international. Et j'irai un sujet de structuration et de marge aujourd'hui qui se rapproche, je dirais, de groupes installés. C'est ce qu'on voit dans les statistiques de l'AFG. On a des marges qui sont malheureusement effectivement sous compression depuis des années,
alors qui sont, on pourrait dire, dus à l'organisation du marché qui nécessite évidemment dans une profession réglementée comme la gestion d'actifs qui est très très réglementée, des moyens. En même temps, être réglementé, c'est aussi être protégé, mais c'est vrai que beaucoup d'investissements qui sont nécessaires aux sociétés de gestion, donc des marges qui sont aujourd'hui mises à rude épreuve, et on constate que il y a des problématiques de taille, c'est-à-dire qu'en dessous de 50 millions, c'était en 2019, la plupart des sociétés de gestion perdaient de l'argent. Jusqu'à 300 millions, ça reste fragile. On sait que certaines ne survivent pas en dehors, effectivement, de la valeur ajoutée, on va dire, récurrente. Il leur faut des frais de gestion variables. Certaines ont des commissions de mouvement qui, sont des choses plutôt tendent à disparaître. Donc, des sujets aujourd'hui qui sont une dynamique de marché, mais confrontés, en fait, à des moyens qu'il faut mettre en œuvre, qui sont ces moyens, évidemment, qui sous-tendent une activité qui doit se dimensionner comme les grands. Voilà, on se compare, pour caricaturer, on se compare à des Amundi, même quand on est tout petit, en termes de moyens, parce qu'on est réglementé et on doit effectivement avoir un cahier des charges qui doit être à peu près identique en termes de moyens, à toute proportion gardée, mais c'est l'idée. Donc, des marges, effectivement, qui sont aujourd'hui contraintes, et puis des investisseurs qui sont de plus en plus regardants aussi de comment est-ce que ça fonctionne. On sait que les risques opérationnels derrière, c'est un sujet. Oui, donc tu l'as dit, effectivement, Jérôme, on voit que les coûts fixes sont un vrai sujet pour les sociétés de gestion en création, les sociétés de gestion qui n'ont pas une surface d'encours suffisante. Pour autant, on constate que le dynamisme entrepreneurial du secteur de la gestion d'actifs reste quand même très fort, notamment en France. On a assisté à la création de 44 sociétés de gestion l'année dernière, en 2020, malgré le contexte sanitaire que l'on connaît. D'ores et déjà, depuis le 1er janvier, l'AMF a immatriculé une dizaine de sociétés de gestion nouvelles, dont d'ailleurs Manco.Paris. Donc le dynamisme est toujours là. Je pense qu'il est clair que la place financière est propice au secteur de la gestion d'actifs. On y retrouve à la fois beaucoup d'encours à gérer, que ce soit des encours d'institutionnels qui sont nombreux et puissants en France, et aussi une épargne des ménages qui est relativement abondante, encore plus ces derniers mois. Et comme on a une population qui n'est pas acculturée à la chose financière, il est important d'avoir des professionnels de la gestion qui puissent les accompagner. Autre remarque, parmi la création de sociétés de gestion est souvent réalisée par d'anciens gérants d'actifs qui décident à un moment donné de voler de leurs propres ailes et d'écrire leur propre histoire. Gérer un fonds, ce n'est pas gérer une société de gestion, cela va bien au-delà, puisqu'il faut aller chercher des encours tout en respectant les contraintes réglementaires, notamment de LCBFT. Il faut aussi se confronter à tout un cadre réglementaire qui était souvent pris en charge par des fonctions de support. Et puis, c'est aussi mettre en place une chaîne opérationnelle robuste, scalable, qui va permettre à la société de gestion de croître dans de bonnes conditions. Donc, il est nécessaire d'avoir de bons partenaires, un bon accompagnement de la part de ces équipes dirigeantes. Alexandre, quel est ton avis, notamment sur les modèles opérationnels ? Moi, je vais essentiellement lier cela à des enjeux technologiques par rapport à notre positionnement Jump. Et c'est vrai que au constat dressé par Jérôme et Raphaël à l'instant sur, on va dire, l'écosystème des sociétés de gestion, on voit aussi des tendances d'évolution de marché. Au niveau métier, on voit des diversifications, de la complexification des certaines classes d'actifs à devoir gérer. Au niveau réglementaire, on voit aussi des exigences qui sont de plus en plus nombreuses au fil des années, donc ça s'accumule avec les réglementations MiFID, UCITS, AIFM, PRIPS qui ont des impacts au niveau opérationnel, mais aussi en termes de reporting. Et puis au-delà de ça, on a aussi des enjeux forts d'innovation au sein des sociétés de gestion, puisqu'ils doivent suivre un mouvement de digitalisation.
pour mettre à disposition des plateformes self-service à leurs clients ou investisseurs, mais ils doivent aussi potentiellement avoir des capacités à innover. Par exemple, en ce moment, la mode est beaucoup sur la partie USG. Et nous, notre credo vraiment chez Jump, c'est de réussir à industrialiser cette chaîne opérationnelle en mettant en place des solutions métiers pour réussir à consolider l'ensemble des opérations et des données au sein d'une plateforme unique pour réussir à mutualiser des moyens et des ressources. L'optique, clairement, c'est de réussir à aller réduire les coûts via cette mutualisation et en quelque sorte de réussir à industrialiser et automatiser un maximum de processus pour maîtriser un risque opérationnel qui n'est pas évident. Donc nous, côté Jump, on avait déjà ce credo en apportant une plateforme front-to-back qui aujourd'hui était accessible uniquement à travers une exploitation métier par les clients asset managers qu'on pouvait avoir en France. Mais on peut le voir sur le marché, il y a une volonté sur certains services à chercher encore davantage de mutualisation, notamment sur des services autour de la donnée, sur des services de conformité ou de reporting. Et donc, nous, on a fait le choix effectivement de faire un partenariat avec Manco Paris, qui peut rendre accessible notre plateforme Jump auprès de ses asset managers, tout le temps côté Manco Paris apportant des services qui soulagent la société de gestion pour qu'ils se concentrent vraiment sur le fait d'adresser les enjeux métiers plutôt que de revoir toute la chaîne opérationnelle ou l'industrialisation de cette chaîne opérationnelle qui peut être un peu lourd pour des sociétés de gestion à taille humaine ou à taille entrepreneuriale. Merci Jérôme. Alors rentrons dans le vif du sujet de la Manco Made in France. Mais avant tout, Jérôme, est-ce que tu pourrais introduire le concept de Manco, de management company, puisque peut-être que tous les participants de ce webinaire ne sont pas familiers avec cette notion. Oui, alors Manco, effectivement, c'est un jargon qui est dans notre monde, hein, puisque Manco, c'est l'acronyme de Management Company, mais qui désigne souvent plutôt la société de gestion hébergeante sur un marché très développé, par exemple comme le Luxembourg, qui compte plus de 450 Manco, plus de 5000 milliards sous Management Company. Et souvent, la structuration, qui est plus d'ailleurs à l'international, développée de cette manière-là, fait que la Management Company est la société de gestion, mais qu'elle n'a pas l'intelligence, on va dire, de l'ordre. Elle est hébergeur, elle héberge, même si nos amis luxembourgeois diront qu'une société de gestion, non, c'est une société de gestion, mais ce n'est pas les mêmes concepts que la société de gestion pleine et entière en France, qui est à la fois la gestion financière et toute la partie gestion, on va dire, de risque. La dissociation est beaucoup plus forte et c'est organisé comme ça à l'international, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Du coup, on a une séparation et le terme Manco, voilà, pour le reprendre, comme ça c'est marqué dessus, Manco Paris, c'est clair, voilà ce qu'on fait, mais la Manco, c'est ça, c'est le principe effectivement d'une société de gestion, on va dire, de risque ou une société de gestion sans gérant, hein, puisque les gérants sont ailleurs. Voilà. Très clair. Alors justement, Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de Manco.Paris et nous décrire les services aujourd'hui que tu offres à des gérants? Oui. Alors Manco Paris, c'est d'abord une société de gestion. Donc on a notre agrément depuis définitif depuis le mois de janvier de cette année, le premier de 2021. Donc j'espère que ça nous portera plein de chance. Donc on est une société de gestion en tant que telle, puisque l'AMF n'a pas créé de statut particulier comme la CSSF a créé des statuts particuliers à des intervenants dans le monde financier. Donc on est une société de gestion avec la particularité de ne pas avoir de gérant. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On va travailler d'abord qu'avec des sociétés de gestion, ça c'est important, hein, c'est que en France, on ne souhaitait pas avoir un développement du sujet comme ça s'est développé à l'international avec des gérants qui sont des gérants entre guillemets de faux nez, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Donc nous on travaille qu'avec des sociétés de gestion. Ça veut dire que des gens qui ont des projets de lancement de société de gestion vont demander un agrément et ils vont s'adosser à la Manco. Donc,
vont s'adosser chez nous, voire à d'autres Manco. Pour l'instant, on est les premiers, mais il y en a certainement d'autres qui vont venir. Donc, qui permet effectivement vraiment de dissocier, encore une fois, cette gestion financière de toute la partie post-marché. Donc, qu'est-ce que va faire la Manco? Elle va faire tout ce qui est le middle office, le back office, la conformité, le contrôle interne, le contrôle des risques, etc. Donc, on va vraiment faire tout ce qui correspond à la société de gestion sans avoir, encore une fois, l'intelligence de l'ordre. De l'autre côté, on va évidemment aller jusqu'au pré-calcul de la valeur liquidative. La valeur liquidative est faite par des gros intervenants de la place. Ce n'est pas notre métier, mais on va prévalider l'AVL. C'est le gérant, effectivement, qui va appuyer sur les boutons. Et de l'autre côté, on va retrouver évidemment les clients. Donc, on va connaître le passif d'une certaine façon générale, mais toute la côté relation client reste, évidemment, au niveau de la société de gestion qui nous confie ces actifs-là. Il y a évidemment toute une gouvernance, parce que ça reste une société de gestion qui s'appuie sur une Manco, reste responsable vis-à-vis des tiers. Donc, évidemment, toute la correspondance qu'on peut avoir avec elle sur la gestion des risques, la conformité, tout ce qu'on peut remonter, il nous faut des interlocuteurs. Mais ça permet, gérer une société de gestion, évidemment, de s'adosser à une autre société de gestion, ces deux sociétés de gestion, qui se distribuent effectivement le travail, puisque ça permet donc à un gérant d'actifs de se concentrer sur sa gestion et ses clients, d'une façon assez générique en termes de présentation. Voilà. Donc ça, c'est important parce que c'était le constat évidemment de plusieurs années d'expérience et que, encore une fois, sans faire des collets des fusées, parce que c'est des choses qui sont très abondamment utilisées à l'international. Le marché français, il est peut-être un petit peu différent dans le sens, jusqu'à quelque temps, c'était des sociétés de gestion pleine et entière, l'autorité le voulait comme ça. On arrive effectivement aujourd'hui sur un marché qui reste dynamique, mais contraint. Donc, cette offre-là, elle va dans le sens effectivement de quelque chose qui semble assez naturel, puisque, à mon avis, dans 4-5 ans, on n'en parlera plus. Ça sera beaucoup plus utilisé de cette façon-là. Voilà, c'est intelligent, ça permet effectivement de variabiliser ses charges, ça permet effectivement de lancer une nouvelle activité sans avoir tous les coûts fixes associés, etc., etc. Donc, il y a plusieurs effectivement formes ensuite, et plusieurs intérêts pour des sociétés de gestion qui se lancent, des sociétés de gestion installées qui veulent variabiliser leurs coûts, des gens à l'international pour concurrencer éventuellement un petit peu le marché international qui veulent rentrer en Europe avec une alternative française, etc., etc. Donc, évidemment, pour vis-à-vis de Jump, pour nous, ce qui était important en termes de partenariat, c'est d'avoir un bel outil. Et bel outil dit aussi, derrière, ils étaient des moyens, parce que acheter un outil, derrière, il faut le faire fonctionner. Donc, pour justement tout l'intérêt du travail que l'on fait avec Jump, c'est de pouvoir industrialiser cette partie-là. C'est-à-dire que on peut vouloir acheter Jump, je ne vais pas dire que Jump est cher, mais il nécessite derrière aussi des moyens humains pour faire bien les choses. Donc nous, c'est ce qu'on permet effectivement de faire à un acteur qui, quelque part, sera équipé comme les plus grands, voilà, mais qui ne peut pas le faire. Effectivement, bien souvent, c'est ce qu'on voit, et on voit des évolutions par palier, des sociétés de gestion qui, malheureusement, s'équipent parce qu'elles le sont obligées, soit par l'autorité, soit par les clients, pire. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de variabiliser et de rendre beaucoup plus linéaire et beaucoup plus visible le sujet. Et ça, on remercie notre partenaire John de le faire avec nous parce qu'on pense que c'est gagnant-gagnant. Voilà, c'est industriel, comme le disait Alexandre. Alors Alexandre, justement, est-ce que tu peux nous expliquer la logique de ce partenariat avec Manco.Paris? Pourquoi finalement tu souhaites distribuer l'outil Jump au travers de la plateforme Manco.Paris? Il y a deux éléments de réponse que je souhaite te donner. Effectivement, il y a la tendance à l'externalisation que l'on voit sur le marché de l'AM avec beaucoup d'acteurs dépositaires ou banques qui proposent finalement aujourd'hui un service plateforme plus opération de cette plateforme. Et c'est vrai que par rapport justement à Manco Paris, il y avait plusieurs points d'intérêt. Il y a le fait de trouver un partenaire qui permet à Jam d'avoir deux portes ouvertes, à savoir si l'acteur veut lui-même opérer la plateforme, il fait appel à nous. Ça, c'est le modèle classique. Et puis, le nouveau modèle, c'est que s'il veut une plateforme qui soit administrée au niveau opérationnel, data et sur certains services middle, reporting et conformité, on peut les orienter vers Manco Paris. Après, plus fondamentalement,
cette alternative elle est très intéressante parce que je pense que c'est un modèle qui est assez disruptif, notamment en France, puisque c'est le premier acteur Manco. Mais après, à côté de ça, on a quand même un acteur qui reste dans un modèle ouvert, donc qui offre une capacité à travailler avec plusieurs dépositaires ou des contreparties qui peuvent être différentes en termes de table de négociation, là où les autres acteurs vont être plutôt dans un modèle fermé. On va avoir aussi un acteur qui va être plus souple pour des sociétés de gestion qui peuvent être entrepreneuriales ou à taille humaine. Donc, il y a toujours une histoire de rapport de force avec ses prestataires. Et c'est vrai que Manco Paris est un acteur à taille humaine avec une forte culture de l'entrepreneuriat, un peu comme Jump essaye de le poursuivre malgré notre taille grandissante. Et donc, on a trouvé cette logique très intéressante puisque voilà, le rapport de force entre une société de gestion qui gère quelques centaines de millions ou quelques milliards va être forcément plus intéressant pour la société de gestion avec Manco Paris qu'avec un gros dépositaire qui sera justement voilà plutôt un petit caillou dans la grosse botte. Donc il y a ça qui est intéressant. Après, on pense que c'est un terrain d'avenir, le fait d'avoir en quelque sorte Jump en marque blanche, nous, de notre côté, où finalement, on a une plateforme qui est administrée au niveau middle, back, conformité et reporting, et on a en face des équipes de gestion au niveau front de la société de gestion qui se concentre sur son cœur de métier qui est la gestion de portefeuille. Et donc ça, c'est largement permis par notre plateforme qui est accessible via des clients web en mode anywhere, anytime, où voilà, la société de gestion se rend plus que focus sur des axes d'aide à la décision, de passage d'ordre et de transmission automatique, on va dire, des informations entre leurs contreparties dans leur écosystème et Manco Paris qui sera leur prestataire. Donc c'est vraiment cet axe-là qui est intéressant, enfin, ces deux axes-là qui sont intéressants pour les clients de Manco Paris et pour nous. Merci Alexandre. Intéressons-nous maintenant aux atouts de l'offre et aux bénéfices de l'offre Manco par Paris pour une société de gestion existante qui aimerait donc s'appuyer sur ce type de partenaire. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors une société de gestion juste leur tourne, donc il faut qu'on arrive à tenir le... Oui. Une société de gestion existante, alors une société de gestion existante, évidemment, elle a tout son concept installé. Il y a plusieurs axes. Elle souhaite évidemment se concentrer parce que certaines, évidemment, sont relativement petites, donc elles ont finalement peu d'équipes. Et si on regarde un peu plus à la loupe, elles ne font pas, on va dire, tout à fait correctement les choses. Voilà, en grossissant le trait, on ne va pas les accuser, on ne va pas les dénoncer. Mais on sait très bien que ça nécessite de toute façon des moyens. Il ne vous faut pas qu'un middle officer, il vous en faut deux quand la personne n'est pas là, etc. Donc, tous ces aspects-là, si on veut effectivement être logique, jusqu'à une certaine taille, on peut difficilement les mutualiser. Donc, nous, l'approche, c'est une mutualisation de coûts, ni plus ni moins. Donc, pour une société de gestion installée, ça peut être la totalité effectivement de son activité, comme ça peut être un lancement d'une nouvelle activité qui n'est pas marginale en termes de coûts, puisqu'on a des effets de palier. Donc, tout cet aspect-là, effectivement, est assez logique, puisqu'encore une fois, on a un marché international qui s'organise beaucoup plus de cette façon-là. Donc, il y a un aspect coût, mais il y a un aspect aussi de lisibilité, parce qu'on sait qu'à faire tout reposer sur la structure, on sait que des investisseurs, en fait, vous le reprochent quelque part, ou vous le sanctionnent dans les choix, puisque jusqu'à une certaine taille, vous êtes difficilement lisible. Difficilement lisible par le mode de fonctionnement. On n'est pas encore une marque. Derrière, on vous impose des ratios d'emprise ou de taille qui sont ces effets-là. Ça, je connais bien pour avoir accompagné un certain nombre de sociétés. Donc, avoir la Manco à la fois comme opérateur, c'est aussi une capacité d'être un peu plus lisible, effectivement, dans le marché, que ce soit une société de gestion installée, des projets. Alors ensuite, comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on opère ça? Comment est-ce qu'on conduit le changement? Parce que c'est bien, on passe d'une dimension à une autre. On va essayer de le faire le moins douloureux pour la société de gestion en laissant les options un peu plus structurantes et un peu plus organisationnelles à la fin. La première étape, c'est un premier lot où on va tout de suite upgrader évidemment les sujets de conformité, de risque,
en mettant les outils effectivement en place, on reprend toute cette faction-là. Il faut savoir que nous, on fait tout ou rien. Donc, il ne s'agit pas de concurrencer des fonctions de contrôle interne extériorisé. Ce n'est pas la vocation de la Manco, mais on embarque bien évidemment cette fonction-là, de par la nature. Donc, on opère d'abord en prestation de service pour aller progressivement vers une reprise totale sous forme de délégation. Donc, la première étape, c'est toute la partie conformité, contrôle interne, etc., qu'on va upgrader. Donc, à partir de là, effectivement, on fait l'économie, évidemment, de toute cette prestation. Ensuite, on bascule, effectivement, sur la reprise de tout ce qui est post-marché dans un lot 2. Donc, évidemment, toute la partie middle office, back office, etc., en utilisant l'outil Jump. Et ensuite, dans un lot 3 et lot 4, se laissent les options vis-à-vis de la société de gestion d'aller plus loin dans l'économie d'échelle. On sait qu'il y a des sujets, évidemment, d'OMS, Bloomberg, autres, etc., qui peuvent poser problème. Est-ce que la société de gestion veut aller un petit peu plus loin parce que nous, on lui met à disposition l'outil. C'est compris dans le prix, c'est pas plus cher en termes de prestations, et elle peut effectivement, à ce moment-là, utiliser toute la chaîne de traitement, ce qui évidemment permet d'avoir un bénéfice plus important en termes de coûts. Et la quatrième étape, c'est une délégation complète, c'est-à-dire que là, on reprend les fonds et on redélègue effectivement la société de gestion. Ça permet de vraiment d'embarquer la totalité, d'être le prestataire essentiel de la société de gestion, d'être l'interface privilégiée vis-à-vis des dépositaires, valorisateurs et autres. Entre autres, pour les plus petites sociétés de gestion, c'est un seul tuyau. C'est l'avantage, effectivement, vis-à-vis des dépositaires et autres, de pouvoir effectivement fluidifier et de répondre aux sujets aujourd'hui de certains dépositaires valorisateurs qui mettent la pression sur les prix, parce qu'en dessous d'une certaine taille, on sait qu'il y a peu d'argent, donc un seul tuyau, ça fluidifie les choses. Donc ça, c'est la quatrième étape. Mais ces deux dernières étapes sont à la main des entrepreneurs, donc c'est progressivement, et c'est comme ça, effectivement, qu'on travaille avec nos clients. Oui, donc ça, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas dans une démarche de Big Bang, on est vraiment sur une migration progressive vers les services de la Manco.Paris, et ce qui a le mérite, bien sûr, de réduire les risques opérationnels liés à tout Big Bang, à la fois un changement organisationnel, juridique et technique. Et l'autre avantage, c'est qu'il est possible de paralléliser différents sujets, puisque en même temps que le dossier juridique de transfert de la responsabilité de la gamme qui prend un certain nombre de temps, plusieurs mois, souvent avec l'autorité de tutelle, il est possible d'avancer sur le volet IT, ce qui permet de réduire au total le coût de transfert parce qu'on a cette capacité de paralléliser. Donc, on avait dit qu'on tenait en 35 minutes, donc il nous reste quelques minutes pour faire une conclusion. Alexandre, je te laisse la parole. Oui, moi, il y a déjà des points que j'ai évoqués à travers mon intervention, mais je dirais que en conclusion, il y a quand même pas mal d'intérêt pour basculer sur une Manco Paris, déjà parce que ils auront une superbe solution Jump, mais aussi parce que après, voilà, je trouve que c'est vraiment une belle alternative. Nous, on s'est posé la question, comme beaucoup d'acteurs dans l'édition logicielle, à savoir est-ce que c'est nous qui devions porter cette partie BPO. Et on voit beaucoup d'acteurs qui commencent à proposer ce service. Pour l'instant, pour l'instant, nous, c'est pas notre choix, et c'est pour ça qu'on a voulu faire appel à Manco Paris, parce qu'on a senti qu'il y avait des vraies équipes d'experts qui savaient quels étaient les enjeux et quels étaient les processus opérationnels à couvrir. Et clairement, voilà, c'est leur métier. Ce sont des anciens du monde de l'AM. Ce sont pas un éditeur de logiciels qui est en train de se réinventer et qui ne mesure pas forcément tous les impacts, ou c'est pas un dépositaire qui propose des services. Ce sont aussi beaucoup des anciens qui connaissent par cœur le monde des sociétés de gestion et tous les enjeux auxquels ils font face. Donc, je pense que ça apporte un confort au-delà de tout ce que j'ai pu déjà évoquer en termes d'ouverture, de souplesse et de capacité à s'adapter à des structures entrepreneuriales ou à taille humaine. Jérôme, pourquoi aller chez Manco.Paris ?
Ah, parce qu'on est les meilleurs? Non, pas parce qu'on est les meilleurs. Non, non, Alexandre l'a dit, il y a une notion d'entreprise qui est importante. On discute beaucoup, hein, c'est amusant, il y a des curieux qui viennent du Luxembourg qui nous posent beaucoup de questions. On a travaillé avec des Luxembourgeois avant, donc à travers BM. Il y a une question aussi de parallèle. On est à la fois une société de gestion, donc on est avec nos partenaires société de gestion. Cette dimension-là est importante au-delà du service. Encore une fois, on va faire les choses intelligentes, mais c'est basé sur la mutualisation. Étant régulé, on va le faire bien. Ça semble évident. C'est tout notre intérêt, comme celui des clients. Voilà, jusque-là, on réinvente rien. Mais ce qu'on apporte en plus et ce qu'on veut apporter, c'est ce dimensionnement de service qui est important dans l'entrepreneuriat français, puisque c'est un tissu d'entrepreneurs avec cette notion qui est importante aussi, il faut le savoir, c'est que on ne perd pas les notions de propriété quand on s'adosse à Manco. Nous, on est une société de gestion sans gérant, donc de par la nature évidemment du contrat, la société de gestion reste bien propriétaire de ses clients et de son fonds, de son track. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui permet aussi de répondre aussi aujourd'hui aux gens qui se posent la question en tant que promoteur d'une idée, de dire est-ce qu'il faut que je bascule de ce côté-là ou je reste avec mon faux nez déguisé derrière avec les sujets que ça pose derrière, à la fois en termes de limites, de réglementation, mais aussi en termes de propriété. Donc, aller dans ce sens-là, c'est ce que souhaitait effectivement l'AMF dans un agrément, c'est permettre au marché de s'organiser, des sociétés de gestion, des nouvelles idées qui peuvent émerger, s'appuyer sur la Manco. Voilà, ça a beaucoup de sens. Il n'y aura pas que nous. Je pense qu'il n'y aura pas que nous demain. Encore une fois, dans 4-5 ans, à mon avis, on se rapprochera du marché international. Donc, l'aspect industrialisation du secteur, et puis apporter encore une fois une réponse, à mon avis, en tous les cas, un bout d'élément de réponse qui correspond à ce qu'on doit cocher comme case pour être comestible ou achetable. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'investisseur, on sait, et ça rejoint les préoccupations de tout le travail qui avait été fait entre la F2I, la FG en 2011, sur le cahier des charges de société de gestion, c'est comment est-ce que je rends lisible l'organisation? Comment est-ce que je peux au maximum dissocier le risque du produit et le risque opérationnel? Parce que le risque opérationnel, on le sait, on le voit à travers les appels d'offres, c'est des gros sujets. Donc, on va y répondre parce que nous, c'est notre métier. Ça permet à l'investisseur potentiellement de peut-être s'intéresser à des produits qui sont peut-être portés par des structures plus petites, mais adossés à une structure qui se donne les moyens. Voilà, donc on ne va pas dire qu'on est les meilleurs. Pour l'instant, on est tout seul. Enfin, on va dire pas tout seul, mais on est les premiers. On ne sera pas tout seul longtemps. Mais ça a beaucoup de logique industrielle et encore une fois, très inspiré de comment ça fonctionne effectivement à l'international. Voilà. Je pense qu'on touche du doigt, là, avec ce que tu viens de dire, à la compétitivité de la place, finalement. C'est comment faire en sorte d'avoir des gérants innovants tout en garantissant donc une infrastructure de marché leur permettant de continuer à se développer. Vous savez, Périclès existe depuis 20 ans, je l'ai dit en préambule, et on accompagne depuis 20 ans des sociétés de gestion dans la définition de leur modèle opérationnel. Et ce qui est sûr, c'est que l'externalisation d'activités est une tendance très forte dans ce secteur. Si on fait un peu d'historique, il y a 25 ans, on a externalisé l'administration de fonds. Aujourd'hui, en 2021, il me semble qu'il doit rester 2 ou 3 sociétés de gestion en France qui ont décidé de garder cette activité en interne. On a accompagné une des rares grosses l'année dernière à faire l'externalisation de cette activité. Aujourd'hui, plus personne se pose la question de savoir s'il faut faire le fund admin en interne ou pas. Il y a 15 ans, on a vu apparaître des offres crédibles d'externalisation de fonctions middle office, notamment le trade management. On a vu aussi arriver les RCCI externalisés, introduits par la réglementation et autorisés par la réglementation française. Il y a 10 ans, on a vu émerger aussi des offres matures de tables de négociation pour offrir des dealing desks à des équipes de gestion sans avoir à gérer le setup opérationnel qu'impose cette activité et tout le cadre réglementaire. Et puis, depuis quelques années, la nouveauté dans le secteur, c'est la possibilité de ne plus posséder son système d'information, mais de le consommer à l'usage, as a service.
Et on voit une hybridation finalement des mondes où les historiques prestataires de services se mettent à proposer en plus des outils pour des écrans de gestion front, pour prise de décision, et inversement, des éditeurs qui, eux aussi, se cherchent et qui essayent de remonter de plus en plus dans le service à destination des sociétés de gestion. Donc là, l'offre, finalement, va dans cette tendance et va au-delà, puisque l'idée, c'est d'avoir un tout en un one-stop shop, finalement, où une équipe de gestion va retrouver à la fois un modèle opérationnel, un cadre réglementaire, et puis bien sûr un système d'information clé en main qui lui permettra d'être au meilleur niveau aujourd'hui en matière de sécurité sur les modèles opérationnels. Je vous propose de répondre maintenant aux nombreuses questions que vous avez posées sur le chat et on vous en remercie. On va commencer par une question de Julien sur les partenaires asset serviceurs de Manco.Paris. Donc, est-ce que vous êtes dans une architecture ouverte ou est-ce que vous avez des partenaires privilégiés avec lesquels vous souhaitez travailler? Alors, on est effectivement dans une architecture ouverte parce que le principe de la Manco, c'est reprendre, j'ai utilisé le terme de promoteur tout à l'heure, moi j'aime bien le terme promoteur, revenir en fait sur une logique de qui est le promoteur. Donc là, c'est la société de gestion. Donc c'est la société de gestion qui nous confie effectivement cette tâche, qui souhaite travailler avec, il n'y en a pas en France, on a vite fait le tour, ils sont nombreux, mais on travaille avec tout cela, il n'y a pas de sujet. Après, la limite de l'exercice, elle s'entend évidemment en fonction de si un n'est pas branché chez nous et qui pour nous ne présente pas effectivement beaucoup d'intérêt dans le sens où il n'est pas tellement connu, il n'est pas tellement représentatif et il pose des questions, on ira challenger le sujet parce que est-ce que ça vaut l'investissement, sachant que nous, on en prend la responsabilité. Donc, architecture ouverte, bien évidemment, parce que la notion de promoteur appartient encore une fois à celui qui porte le fonds et celui qui porte le client, c'est lui qui est l'architecte de l'ensemble. Donc, là-dessus, on n'a pas on n'a pas de choses à dire, sauf que la limite d'exercice, évidemment, s'entend dans l'opérationnel, où si on va nous sortir un dépositaire tartemuche non compris, évidemment non connu, on va dire, non, c'est juste pas possible. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Voilà. Après, juste pour compléter, nous, effectivement, une des raisons du choix de Manco Paris était sur l'évaluation de la connectivité que pouvait déjà avoir la plateforme Jump avec l'écosystème. Et en fait, nous, à notre catalogue, on est connecté avec tous les principaux custodians au fonds d'admin. Et effectivement, on a des clients qui sont déposés là-dessus et on a appris depuis le début de la création de Jump le fait de faire les connecteurs natifs pour aller remonter tout ce qui est inventaire, avis d'opérer, titres et cash, ou la transmission potentiellement des ordres, soit via les tables de négociation qu'ils ont pu monter, soit via des formats Swift ou pseudo-Swift. Je ne les cite pas volontairement, mais on est connecté à peu près avec une vingtaine de banques dépositaires. Alexandre, justement, des questions concernant le setup Jump avec Manco. Peux-tu nous parler de l'hébergement de la plateforme Jump qui serait mis à disposition donc, des clients de Manco.Paris et quel intérêt finalement de passer par Manco.Paris pour avoir Jump versus la souscription en direct? Alors, c'est une question qui va quand même demander une petite intervention de Jérôme, mais nous, la solution, elle peut être déployée au choix du client on-premise, donc sur les serveurs du client, ou en tout cas dans l'hébergement qu'il souhaite, ou dans le cloud, où ça, c'est une prestation que nous, on peut proposer. Et en fait, là, c'est plutôt Manco Paris qui a fait le choix de l'hébergement et qui, du coup, va porter toute cette partie externalisation de l'infrastructure qui sera proposée à la société de gestion. Donc, Jérôme, peut-être que toi, tu veux compléter sur ce point-là.
Oui, alors sur la partie évidemment choix technique, on a fait le choix je dirais, de l'intégrer sur, on va dire pas nos propres chaînes, parce qu'aujourd'hui évidemment tout est sous-traité dans le cloud haute, mais effectivement de l'héberger sur nos propres, on va dire, serveurs dédiés. Voilà, ça c'était le choix en fait qu'on a fait en termes d'infrastructure. Voilà, c'est un choix parce qu'on a les moyens techniques derrière, les moyens humains effectivement de le faire. Puis ça permet de prendre chacun ses responsabilités. En termes de cahier des charges, après, c'est plus facile, je dirais, de le décrire, puisque c'est nous qui avons la main dessus et qui l'administrons. Voilà, c'est un choix. On aurait pu le confier effectivement à Jump, on a préféré effectivement le faire, comme certains des clients de Jump préfèrent le faire sur leur serveur. Voilà, nous, on préfère mutualiser dans ce sens-là sur nos propres serveurs. Et pour ce qui est de la deuxième question de l'intérêt de passer par Manco pour accéder à Jump ou de passer en direct avec Jump, ça c'est une question d'operating model qu'a présenté Jérôme. Donc de savoir est-ce que vous voulez une plateforme logicielle et vous continuez à traiter toute la partie middle, par exemple rapprochement des positions, rapprochement des opérations, contrôle de l'AVL, calcul des ratios que vous pouvez avoir d'un point de vue réglementaire ou par rapport à vos prospectus ou clients en post-trade, le fait aussi d'administrer ou de sélectionner la donnée. Ça, c'est soit vous voulez que Manco le fasse pour vous et à ce moment-là, il faut s'orienter vers Manco, soit vous voulez garder la main et avoir vos propres équipes au niveau middle, reporting, conformité, et à ce moment-là, il faut prendre la plateforme Jump et conserver vos équipes. C'est un choix de target operating model. Oui, et puis c'est une question de moyens derrière, parce qu'on sait que c'est tout de suite des coûts fixes. Alors au-delà de l'outil, encore une fois, l'outil a un prix, mais il faut des données dedans, il va falloir des data, acheter des data, il faut des personnes. Donc toute cette partie-là, on sait que structurellement, elle va évoluer par palier. On voit bien dans les détails de cette gestion. C'est comme ça. Donc c'est vraiment c'est un choix qui n'est pas d'ailleurs que des grandes structures, parce que je dirais que ce choix-là de coût marginal, il va s'opérer aussi pour une structure établie qui veut lancer une nouvelle activité et qui va se dire ce coût marginal, je ne l'atteins pas tout de suite. Donc, pourquoi pas le faire encore avec une Manco, ça a tout l'intérêt de faire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est un choix qui s'ouvre aujourd'hui, puisqu'il n'était pas possible il y a encore quelques temps. Donc, il s'ouvre maintenant. Encore une fois, par rapport à une structure Manco qui est régulée dont le métier est indissociable, parce qu'on fait tout. On ne dissocie pas les sujets. On est une société de gestion qui opère dans ce sens-là. Donc, c'est ouvert effectivement par rapport à des attentes qui peuvent être aussi au-delà du coût, encore une fois, comme je disais, peut-être en termes de visibilité, parce que c'est intégrer un système, c'est ensuite tout un descriptif des obligations derrière, au-delà du fonctionnement, de traçabilité, etc., qui aujourd'hui sont très, très, très lourdes, quoi. Très, très lourdes, il ne faut pas se leurrer. Et pour passer les caps ensuite en termes de référencement vis-à-vis des cahiers des charges qui sont demandés par rapport aux investisseurs, sont des choses évidemment très très lourdes à mettre en place. Voilà. Donc il y a un équilibre de coût marginal en fait à étudier, je dirais au cas par cas. Deux dernières questions. Justement, tu viens de parler des coûts. Johan demande quel est le coût d'onboarding d'une société de gestion sur la plateforme manco.paris. Et Christian demande est-ce que la Manco va créer une umbrella multistratégie afin de pouvoir héberger des fonds en lancement? Alors, pour répondre à la question, effectivement, la première, ça dépend, comme on dit. Non, c'est raisonnablement, en fait, on est en point de base, on essaie d'avoir une tarification qui soit la plus lisible possible, c'est-à-dire pas à tiroir, dans le sens où il n'y a pas d'option haute, donc on va être en point de base en fonction de l'actif. Donc ça varie de 30 à beaucoup moins, 10 voire moins, en fonction ensuite d'autres critères qui sont la technicité du produit qu'on va travailler. Donc plus c'est plani, plus ça circule, évidemment, va dire moins ça nécessite d'intervention humaine dedans, donc plus c'est processé en STP, plus évidemment aussi on augmente la fréquence de valorisation, plus nous on intervient en termes, je dirais, de contrôle.
Donc, évidemment, la tarification n'est pas la même pour un fonds qui valorise trimestriellement ou de façon journalière. Et puis ensuite, on a donc la rotation du portefeuille, parce qu'on va évidemment tarifer par rapport à un volume. Donc, si on a un gérant qui tourne comme une toupie et quelqu'un qui fait plutôt des buy and hold, c'est pas la même chose. Donc ça, on va apprécier au départ, et on a un coût effectivement donc de running en fait opérationnel. Sur l'onboarding, il est fixe en fonction du nombre d'OPC ou de mandats en fait qu'on peut onboarder. Bien évidemment dégressif, parce qu'on va pas compter deux fois le même titre ou les mêmes choses que l'on va mettre que l'on va reprendre. Mais il y a un petit coup effectivement sur la reprise en fait de l'information juridique et l'upgrade, comme je disais dans la première partie, qui en termes, je dirais, de conformité et de risque, de toute façon, est un upgrade. Ça, c'est clair, c'est ce qu'on peut constater chez nos clients. Ça, c'était pour la première question. La deuxième, je l'ai oubliée. La deuxième concerne... est-ce que vous allez créer donc une SICAV Umbrella pour héberger les stratégies en lancement? Alors on pourrait, sachant que la stratégie Umbrella, en fait, elle a pour intérêt d'écraser un peu plus le coût en mutualisant effectivement le conseil d'administration. La seule chose qu'il faut bien avoir conscience, c'est que l'Umbrella ne vous donne pas accès en fait à la totalité effectivement de l'administration, puisque vous êtes dépendant d'un conseil d'administration dessous, mais c'est possible, on peut le faire. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande dans ce sens-là, de mutualisation à travers un Umbrella, mais après, c'est un choix, on peut mutualiser encore plus cette partie-là. Si le format SICAV convient, parce que c'est vrai qu'il est peut-être... il revient peut-être un petit peu à la mode, avec les notions justement de ESG, de gouvernance nécessaires. Donc, c'est peut-être effectivement quelque chose dont on aura la demande. Pour l'instant, on n'a pas eu la demande, mais c'est tout à fait techniquement possible. Merci, messieurs. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. On n'aura pas pu répondre à l'ensemble de vos questions, malheureusement. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Merci, Jérôme. Merci, Alexandre, pour Merci. Merci pour la co-animation de ce webinaire. Et à bientôt. Merci. Merci.